M. Bernard Degagné, s'il arrive qu'on le connaît, celui qui a commis l'attentat contre le président Habyarimana, oui. Est-ce que c'est lui qui va porter seul le chapeau du génocide qui a eu lieu au Rwanda? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Il faut connaître toutes les responsabilités et on sait pertinemment que des Tutsis ont été assassinés par des groupes armés Hutus. Mais il y a toutes sortes de questions. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le colonel Marshall dit qu'il y avait des unités de l'armée rwandaise qui étaient déjà infiltrées par l'APR, lorsqu'on dit qu'au lieu de 600 militaires au centre, au CND, qu'il y en avait 3200 qui étaient infiltrés un peu partout dans Kigali. Ça suppose toutes sortes de choses, ça soulève toutes sortes de questions, parce qu'on se demande, mais par exemple, le commandant du camp Kigali a dit après coup que les militaires qui ont assassiné les casques bleus belges, il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas. C'est des gens qui sont arrivés, il y en avait une centaine. Il a tout de suite téléphoné à Dallaire, lui a dit, vous venez ici avec un blindé, puis vous allez disperser tout de suite. Il n'est pas venu. Il a décidé de ne pas venir. Il a dit, c'est parce que j'aurais mis à risque d'autres. Voir si un général, dans un conflit, lorsque ses hommes sont en danger comme ça, les sacrifierait parce qu'il y a peut-être un risque ailleurs, il y a des gens qui soient massacrés. Il n'y avait aucune menace. Il ne peut pas dire, oui, je sais qu'ils ont des otages ailleurs et si je vais sauver ces casques bleus, ils vont les exécuter. Mais non, c'était des menaces hypothétiques. Alors, il aurait pu arriver avec un blindé sans massacrer les gens qui sont là, simplement disperser la foule des assaillants et sauver ces casques bleus. Alors, ces gens qui ont assailli les casques bleus, qui les ont assassinés, casques bleus belges, qui étaient-ils exactement? Alors, moi, ce que je dis là, c'est peut-être que je me trompe. Peut-être que tout ça, là, ça a été fomenté par le régime en place et que l'APR, en fin de compte, n'a rien à voir là-dedans. Supposons que je me trompe. Mais alors, il faut faire un procès, il faut faire une enquête, il faut que dans cette enquête, la justice soit complètement indépendante de ceux qui sont au pouvoir en ce moment à Kigali. Mais à part l'armée du président Habyarimana, donc qui est accusé, il y a aussi le côté politique. Il y a un gouvernement qui s'est installé dans la foulée et qui a commencé à diffuser les messages, qui appelait même les gens à s'entretuer. Et je ne vois pas comment on pourrait séparer les attitudes du gouvernement de celles de l'armée régulière. Oui. Bon, alors, il faut, par la suite, après les assassinats ciblés des premiers jours, la situation a manifestement dégénéré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, le régime demandait l'aide du FPR pour stabiliser la situation. Et c'est le FPR qui, et là je rapporte les propos du colonel Marshall qui était sur place, c'est le FPR qui a refusé sa collaboration. Par exemple, il avait déjà le contrôle sur certaines unités militaires et il en avait infiltré d'autres. Il aurait pu sécuriser certaines zones et y regrouper des civils pour empêcher les massacres. Ça n'a pas été fait. Et ce que le colonel Marshall dit, c'est qu'il y a eu des appels répétés et la réponse de l'APR ou du FPR, c'était toujours « dégagez, enlevez-vous de là parce que vous allez être pris sous notre feu ». C'était la réponse qu'il donnait à l'ONU. Oui. Enlevez-vous de là parce que vous allez être pris sous notre feu. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on ne veut pas de votre aide parce qu'on veut pouvoir faire la guerre en toute liberté, rétablir la situation, empêcher des massacres de civils. Ça ne nous intéresse pas. Mais l'armée, à ce moment-là, je crois que l'armée, c'est une institution qui est garante de la sécurité nationale en première ligne, n'est-ce pas? Alors, on se pose la question de savoir qui a empêché l'armée d'agir, d'aller à la radio et d'envoyer des messages de pacification. On sent un silence très assourdissant, si je peux dire, de la part de ces responsables de l'armée qui n'ont pas voulu agir. Est-ce qu'ils ont été de connivence avec le FPR? Bon, je vais vous donner, permettez-moi de faire une petite, de parler un peu d'autre chose pour vous donner un exemple de la manipulation de l'information et du pouvoir qu'avaient l'APR et le FPR. Parce qu'on pense souvent que l'armée pouvait faire beaucoup de choses, ne l'a pas fait. La région de Mulindi, par exemple, qui a été rapidement occupée par l'APR. Alors, dans cette région-là, il y a eu des massacres. Le sang coulait sur des kilomètres et kilomètres sur les routes. Alors, tous ces massacres, jusqu'à récemment, ont été imputés au régime, aux interamouis. Or, on a appris, par des enquêtes subséquentes, qu'à partir du 8 avril, le 8 avril,
je ne parle pas de la fin avril, ni du mois de mai, du mois de juin, à partir du 8 avril, il ne restait plus un interamoué ou un militaire ou un gendarme rwandais dans les environs. Il n'y avait que l'APR qui était là. Et ils ont massacré des dizaines de milliers de civils, de façon indiscriminée. Tutsi ou tout, ils s'en fichaient. Ils mettaient tout dans des fosses communes. Ils ne mettaient pas dans des fosses, même au début, ils laissaient pourrir dehors. Alors, ils ont massacré tous ces gens et ils avaient comme stratégie de le faire avec des uniformes de l'armée rwandaise. Alors, les témoins que j'ai pu entendre à ce sujet, qui étaient sur place, des Belges, une Mexicaine et un Belge, qui étaient sur place, qui ont vu ce qui s'est passé, nous disent, ils massacraient les gens et ils disaient, on va le faire avec leur technique, avec leurs procédés, avec leurs uniformes, et c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Et vos témoins sont des témoins donc directs du génocide. Voilà. C'était là. Et avez-vous pu avoir un témoignage de la part de quelqu'un qui faisait partie du groupe du FPR, par exemple, pour ne pas dire que ces étrangers qui étaient présents au Rwanda, on ne peut pas réfuter leur témoignage, mais on ne peut pas leur faire un bénéfice du doute, dire que peut-être ils n'ont pas compris le langage qui était utilisé ce jour-là. Bon, alors, d'abord, les gens ne parlaient pas, soit dit en passant, les militaires qui attaquaient ne parlaient pas Kinyarwanda. Les gens, alors, ils parlaient Swahili, et les gens en question comprenaient très bien le Swahili. Alors, ils parlent Swahili tous les deux, le Belge et la Mexicaine, alors ils sont capables de comprendre très bien ce qui se passait. Et donc, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Ou... Le doute que moi, je peux avoir, c'est de savoir comment les étrangers qui ne parlaient pas, je me disais que ces gens s'exprimaient en Kinyarwanda, bien... Non, mais justement, ils ne s'exprimaient pas en Kinyarwanda. Alors, il y avait entre autres des enfants soldats recrutés un peu partout, en Ouganda, en Tanzanie, et ces gens-là, qui étaient à la frontière, dans un ranch à la frontière, habitaient au Rwanda depuis des années. Alors, ils connaissaient et le Kinyarwanda et le Swahili, ils parlaient français, la dame parlait espagnol, ils sont au courant, ils savaient très bien. Et leur témoignage a été recoupé. Si c'était seulement un témoignage, on pourrait dire ils ont tout fabriqué. Pourquoi? Bon, ce serait quand même une question importante à se poser, mais leur témoignage a été recoupé, par exemple, parce qu'eux, ils ont été sauvés par la présence de journalistes, de caméramans, entre autres, qui se retrouvaient sur place. Et ce caméraman-là, en les filmant, puis en les suivant constamment, leur a sauvé la vie. Alors, ce caméraman, il a témoigné, il a dit, mais oui, c'est vrai, tout ce qu'il raconte, c'est vrai. Eh bien, chers auditeurs, la vérité, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Chaque jour, on aura une autre vérité qui va entrer dans l'histoire du Rwanda. Il y a beaucoup de choses que l'on va apprendre aujourd'hui, demain et après-demain. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Degagné, un Québécois, un Canadien qui s'est intéressé depuis longtemps à la problématique rwandaise et qui nous fait part de ces découvertes, de ces impressions dans ce conflit. Eh bien, on remarque que c'est la vérité qui s'ajoute à une autre jour après jour. Et vous savez, chers compatriotes rwandaises, seule la vérité rendra tous les hommes libres. Donc, il n'y a pas une vérité qui est unique. Nous tendons l'oreille à tout le monde qui peut contribuer avec sa part de vérité à la faire entrer dans le panier. Et c'est une vérité. La vérité est une condition sine qua non pour la justice, qui est elle-même un facteur incontournable pour la réconciliation. Alors, Bernard Degagné, avec votre contribution, pouvez-vous formuler un vœu en ce qui concerne ces trois concepts, vérité, justice et réconciliation vis-à-vis des problèmes rwandais? Bon, alors le vœu que je formule, c'est qu'on commence à pouvoir en parler davantage sur la place publique. C'est assez là d'entendre les formules convenues, là. Ce que je dis, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qu'ils le disent, qu'ils apportent leurs faits, leurs preuves, et qu'on puisse en discuter. Et je pense qu'il y a des exemples de manipulation qui nous sont arrivés récemment. J'ai écouté, par exemple, la semaine dernière, l'entrevue que vous avez faite avec Roger Blanchette, qui est justement un activiste, professeur, historien de Gatineau, que je ne connais pas personnellement,
mais simplement de réputation, puisque j'habite moi aussi à Gatineau. Et cet homme-là a été victime de manipulation. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer un peu comment il a été victime de manipulation. Oh oui, oui. Parce qu'il est souvent difficile d'abord de distinguer les manipulateurs des manipulés. Mais dans ce cas-là, pour moi, je n'ai aucun doute, Roger Blanchette, ce n'est certainement pas un manipulateur, c'est quelqu'un qui, comme moi, recherche la justice et la vérité. Il a connu un certain Jean Bosco Ruyamirira, qui est venu au Canada comme secrétaire d'ambassade de l'ambassade du Rwanda. Tout change